sur ce webinaire sur le CEP et les bilans de compétences organisés par Parcours Pro avec Monsieur Maury du CIBC 33. Donc ce webinaire est mis en place, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre de Parcours Pro, le programme de professionnalisation de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Il sera enregistré, vous recevrez un replay à la fin du webinaire. Et nous vous enverrons également le PowerPoint qui va vous être diffusé. Je me présente, je m'appelle Gaëlle Poggioli, je suis chargée d'information et de professionnalisation sur les droits et politiques emploi formation à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Je serai l'animatrice aujourd'hui du webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et je les ferai passer à Monsieur Maury au fur et à mesure de sa présentation. Donc bon webinaire, je laisse la main à Monsieur Maury. Merci beaucoup Gaëlle. Bonjour à tous et à chacun. Je m'appelle Gérald Maury, je dirige le CIBC 33. Le CIBC 33 est une structure associative qui existe depuis plus de 30 ans et qui œuvre sur l'accompagnement des publics adultes qui s'interrogent sur leur situation professionnelle, qui ont besoin d'être accompagnés dans leur trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, je vais prendre une casquette de directeur de projet du réseau EVA Nouvelle-Aquitaine. Le réseau EVA Nouvelle-Aquitaine est l'opérateur régional du CEP des actifs occupés, j'y reviendrai, sur la Nouvelle-Aquitaine, et le CIBC 33 agit comme pilote de cette mission de service public. Intervenir sur le CEP, le bilan de compétences, c'est avant tout échanger dans une posture partenariale auprès d'acteurs agissant sur le bilan de compétences. Je vais évoquer dans mon intervention une présentation bien sûr du CEP avec des ambitions partagées par l'ensemble des opérateurs et faire plutôt un zoom sur la manière dont le CEP est délivré, dont le service est délivré en Nouvelle-Aquitaine auprès des actifs salariés non cadres de droit privé et indépendants et faire le lien avec la démarche et le dispositif de droit commun bilan de compétences de manière peut-être à interagir sur les questionnements qui peuvent se poser dans l'articulation de ce service et de ce dispositif de droit commun, identifier peut-être des ambitions communes et des éléments de différenciation, même si c'est pas aussi clair et net que cela sur le plan technique, mais on reviendra dessus, et voir dans quelle mesure les collaborations, les coopérations entre les différents acteurs peuvent s'opérer sur le territoire. Alors, je vais peut-être être amené à apporter des éléments qui sont connus, ultra connus, donc j'agirai peut-être rapidement sur certains aspects. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'écrits sur ces slides, mais c'est dans un souci aussi de traçabilité pour vous, puisque Gaëlle et Cap Métiers vous permettra d'avoir les éléments présentés en trace, de façon à ce que vous puissiez revenir sur le sujet sans problème. N'hésitez pas à poser toute question. Gaëlle a pour consigne de m'interrompre dès que possible, de telle façon à ce que je puisse rebondir à vos questionnements, parce que je ne les verrai pas forcément. Alors, parler du CEP dans un premier temps, je ne peux pas ne pas évoquer des éléments contextuels et notamment politiques. Politiques parce que la question des transitions professionnelles, la question de la sécurisation des parcours professionnels est un sujet sociétal, donc un sujet politique. Et le CEP s'inscrit complètement dans cette démarche de sécurisation des trajectoires professionnelles qui a inspiré l'action publique et l'action paritaire, puisque le paritarisme a une volonté et un pouvoir d'agir sur ce sujet important depuis les années 90. Et le CEP est issu même de l'esprit d'un certain nombre d'organisations syndicales. Il a été créé par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord national interprofessionnel qui a été repris dans la loi de 2014 avec une opérationnalité en 2015. Donc le CEP n'est pas un service récent, même si dans l'histoire de la politique publique sur la question de l'orientation, ça reste un service jeune, sachant que le CEP, depuis la loi de 2014,
a pour objectif d'accompagner les individus, quels qu'ils soient, les actifs français, à se saisir des opportunités professionnelles en lien avec les besoins d'emploi dans les entreprises, les branches et territoires. Donc il y a bien un souci d'articuler les besoins individuels et les besoins économiques des territoires. C'est aussi un service qui a été créé par réaction à un certain nombre de critiques assez générales sur les dispositifs et les accompagnements linéaires vis-à-vis des publics, qui ne répondaient plus forcément aux usages et aux problématiques rencontrées par les actifs français, considérant que depuis 20 ans, 25 ans, les problématiques de carrière deviennent de plus en plus récurrentes, les trajectoires professionnelles, vous le savez, sont de moins en moins linéaires, et les pratiques d'accompagnement se devaient aussi d'agir dans ce sens, avec une caractéristique du CEP qui est fondamentale, c'est l'itérativité, c'est-à-dire répondre au public dès que de besoin. Et donc le CEP s'est construit sur le plan politique dans ce sens, à la fois donc pour répondre à des enjeux communs et puis pour permettre à des actifs d'anticiper ou de faire face à des risques de la vie professionnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan de la santé individuelle. Donc le CEP, c'est avant tout un service public qui vise donc ces actifs, un service public, donc un service gratuit, qui se doit d'être personnalisé pour faire le point sur sa situation professionnelle et être accompagné dans ses projets professionnels. Il y a une deuxième ambition qui est importante, que l'on retrouve aussi dans un certain nombre de dispositifs de droit commun, mais qui est inscrit aussi dans le cahier des charges du Conseil en évolution professionnelle, c'est permettre à ces actifs d'améliorer leur capacité à être acteurs de leur vie professionnelle. Donc, il y a un souci de rechercher l'autonomie de la part du public et une élévation du niveau de compétences à s'orienter, finalement, de la personne tout au long de son parcours professionnel, de façon à faire face, dès que de besoin, aux différents aléas de la vie sociale, économique, professionnelle. Alors, suite à cette loi 2014, vous savez qu'on évolue dans un écosystème qui est régulièrement revisité pour répondre aux nouveaux usages et aux nouvelles situations forcément sociétales existantes. Donc une loi en 2018 a modifié quelque peu l'écosystème. Concernant le CEP, la loi 2018, Avenir professionnel, a maintenu les principes importants du service CEP tels que posés en 2014, mais a amené des financements dédiés pour les salariés de droit privé et les indépendants, ce que l'on appelle les actifs occupés, et a modifié l'organisation du déploiement de services pour ce public en confiant à des opérateurs régionaux cette mission de service public sur une durée de 4 ans et coordonnée par une instance nationale que vous connaissez, appelée France Compétences. Donc, dans le cadre de la Nouvelle-Aquitaine, c'est sous l'égide du CIBC 33 qui agit comme pilote régional de ce service qu'un nouveau service est déployé en Nouvelle-Aquitaine à partir de janvier 2020, et ce sur les 4 années qui suivent. Le CEP s'adresse à qui? Donc, on a dit à tout actif français, puisqu'on est sur un droit individuel. Il y a quatre opérateurs de loi, qui sont les collègues et autres opérateurs du CEP. Bien sûr, les collègues de Pôle emploi, principalement pour le public demandeur d'emploi, mais pas seulement. Les collègues de l'APEC pour les publics cadres, les missions locales pour les moins de 26 ans et les Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Et puis, désormais, sous le vocable de Réseau EVA, l'opérateur régional s'adresse aux salariés de droit privé non cadres, quel que soit leur statut, et les indépendants rencontrant aussi un certain nombre de problématiques professionnelles en termes de maintien dans l'emploi, de sécurisation économique et de difficultés d'évolution professionnelle. Donc, on se doit d'agir auprès de ces acteurs-là. Donc, je vais vous parler du CEP du point de vue donc, du réseau EVA, bien sûr, au regard d'un cadre commun, mais avec des spécificités, parce qu'il me semblait que l'articulation avec le bilan de compétences s'adressait beaucoup plus vis-à-vis des publics salariés, même si, bien sûr, les publics demandeurs d'emploi peuvent bénéficier des bilans de compétences et les publics cadres également. Mais on va faire un focus parce que je vais parler au nom du réseau EVA. Il y a un cadre commun. Ce cadre commun, il est fixé, c'est important à prendre en compte,
Il est fixé dans un cahier des charges qui est lui-même fixé par arrêté. Donc, il y a un décret en 2019 qui a apporté des éléments de cadre technique et de cadre en matière d'objectifs et de principes concernant le conseiller en évolution professionnelle. Ce cadre définit à la fois un service d'orientation, on appelle aiguillage, qui est assuré par l'ensemble des opérateurs, donc les 5 opérateurs, en qualité de membres du SPRO, du service public régional d'orientation. Et puis, il y a 2 niveaux de conseil qui sont définis par cahier des charges. Un niveau de conseil d'accueil individualisé, adapté aux besoins de la personne, permettant à la personne d'exprimer sa demande, de contextualiser sa demande et de clarifier son besoin et d'accéder à un premier niveau d'information sur les acteurs, les dispositifs, les outils, l'environnement social et économique, les besoins économiques des territoires, bref, tout ce qui concerne le lien entre l'individu et son rapport au travail. Et puis, un deuxième niveau de conseil qui est un accompagnement qui se doit d'être personnalisé, qui va dans le sens d'un accompagnement à l'élaboration d'un projet de développement ou de développement des compétences, de manière à assurer, du point de vue du conseiller, un travail d'ingénierie de projet, d'ingénierie de parcours et d'ingénierie financière. Ce cadre commun, encore une fois, c'est une mission de service public, ça veut dire que le CEP a des caractéristiques de service public, à savoir des principes de gratuité, c'est important, des principes d'accessibilité pour l'ensemble des actifs, c'est-à-dire qu'on se doit d'apporter un service le plus accessible, que ce soit sur le plan géographique, que ce soit sur le plan culturel, de telle façon à ce que l'individu mobilise son droit le plus facilement possible. Il y a des principes de confidentialité et des principes de neutralité qui sont inhérents à toute mission de service public. Quels sont les cadres d'intervention du CEP? Alors, c'est parfois complexe de catégoriser les cadres d'intervention, tellement les problématiques sont extrêmement nombreuses, singulières. Le réseau EVA a accueilli près de 15 000 personnes en 2021, et forcément, c'est autant de situations singulières sur lesquelles nous agissons. Malgré tout, si on veut catégoriser quelque peu les motifs de sollicitation et les types de cadres d'intervention, le CEP est là pour, selon les situations, viser auprès de la personne son évolution professionnelle, viser la mobilité qu'elle soit interne ou externe, le développement des compétences parce qu'il y a des enjeux forts, forcément de maintien dans l'emploi, de sécurisation dans l'emploi et de montée en compétences sur le territoire français et néo-aquitain. Bien sûr, il y a des enjeux de reconversion et c'est permettre, à partir du CEP, d'accompagner les publics qui veulent se reconvertir, que ce soit dans le même secteur d'activité ou sur d'autres fonctions ou sur d'autres secteurs d'activité, les reconversions n'étant pas forcément des éléments à 180 degrés. Il y a de plus en plus, bien sûr, d'appui à la création et à la reprise d'entreprises, d'autant plus lorsque le salariat est remis en question sur le plan médiatique depuis des années. Donc ça donne de l'appétence au public sur la question de la création et de la reprise. Et puis il y a des enjeux de reprise, notamment sur notre territoire, qui sont extrêmement importants. L'accès à la certification, le développement des compétences, la mobilité interne ou externe, l'évolution professionnelle au sens large, et de plus en plus des questions autour du sens au travail et du rapport à la santé au travail, de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça veut dire qu'au regard de tous ces éléments, de tous ces cadres d'intervention, on est bien sur tout rapport au travail, tout questionnement dans son rapport au travail et son évolution, et passer d'une situation A souhaitée ou subie à une situation B désirée par la personne. Alors, j'ai fait fuir à peu près combien de personnes, là, à ce stade? Tout va bien? Tout le monde est resté, tout va bien. Je vous en remercie. Quels sont, du coup, qu'est-ce qui est exprimé par la personne? C'est quelques illustrations. C'est Nicolas qui dit, voilà, je voudrais faire une formation de chauffagiste et je me demandais si le CPF pouvait être un moyen utile pour cela. C'est Marilène qui dit, mon employeur me convie à un entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans et je ne sais pas trop comment me dépatouiller de cela. Je voudrais le préparer au mieux. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est Alicia qui
qui s'interrogent dans une phase de vie personnelle et professionnelle, qui se dit est-ce que c'est pas le moment pour moi de créer mon activité de coach sportif, mais en même temps, je ne sais pas trop comment faire et on m'a parlé de vous. C'est Gérard qui passe sa vie et qui exprime le fait de passer sa vie à travailler et qui commence à voir les limites de cet investissement, de ce surinvestissement, et qui cherche à trouver un meilleur équilibre entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Il est un peu perdu et il souhaite parler de sa situation. C'est Maria qui dit mon chef de service m'informe d'une ouverture de poste en interne, ça m'interpelle, ça m'intéresse, mais je ne sais pas si j'ai vraiment les ressources, si j'ai le profil. C'est Sabine qui exprime une certaine lassitude et une fatigue professionnelle. Elle entrevoit des difficultés à venir et elle se demande, elle s'interroge sur la manière de pouvoir interpeller son environnement professionnel et le CEP dans toutes ces situations-là peut bien sûr agir et accueillir ces personnes. Plus précisément, quels sont les modes opératoires et comment se déroule un conseil en évolution professionnelle. Je vous ai parlé d'une phase d'aiguillage qui est inhérent à tout opérateur donc, du conseil en évolution professionnelle. Cet aiguillage-là, il est délivré de manière immédiate, soit à travers une plateforme téléphonique, ou site internet dédié au conseil en évolution professionnelle, mais aussi sur les différents sites qui disposent d'un accueil pour le public. Cet aiguillage-là, il est délivré par des chargés d'information de manière à ce que le public, les bénéficiaires, puissent être informés sur le service CEP et les modalités de délivrance, d'identifier le cas échéant l'opérateur ou le partenaire le plus à même de répondre aux besoins exprimés au regard de la situation de la personne et au regard notamment de son statut, mais aussi de sa problématique. Et à partir de là, et au regard de l'étude de l'éligibilité au service, eh bien, un rendez-vous est fixé pour engager la démarche. Cette phase-là est immédiate et une prise de rendez-vous s'effectue dans des délais très courts, puisque en réalité, dans le cadre des actifs occupés des salariés de droit privé, on a un engagement qui nous amène à proposer un rendez-vous dans les 10 jours suivant la demande. Et donc, on agit au mieux pour la personne, le bénéficiaire, au regard de sa situation géographique, son lieu de vie, son lieu de travail, de son exigence ou contrainte sur le plan temporel, de telle manière à assurer un service à la fois de proximité et réactif. Cet accueil individualisé, qui va être le premier rendez-vous, qui se fait selon des modalités choisies par la personne, c'est-à-dire de manière présentielle ou de manière distancielle. Ce premier niveau de conseil s'effectue sur un ou plusieurs rendez-vous et sur un espace temporel de 2 mois. Cet accueil individualisé qui répond au premier niveau de service que j'évoquais tout à l'heure se doit d'être individualisé, donc adapté aux besoins de la personne, permet à l'individu de pouvoir exprimer sa situation et à travers l'expression de sa situation ou de sa demande, permettre une interaction pour clarifier le besoin rencontré par la personne. Le cas échéant, parce que ça fait partie du cahier des charges du conseil en évolution professionnelle, c'est une phase où on peut amener aussi un premier niveau d'information individualisé sur des acteurs, sur des prestations, sur les ressources que l'individu peut mobiliser, sur des données socio-économiques du territoire au regard de la mobilité de la personne, et puis sur un certain nombre de dispositifs. On peut parler du dispositif démissionnaire, on peut parler de la validation des acquis d'expérience, du projet de transition professionnelle, du CPF, des abondements de ce dernier, et puis bien sûr du bilan de compétences qui reste un outil phare et le dispositif sans doute le plus connu aujourd'hui avec le CPF dans l'écosystème pour le grand public. Cette phase d'accueil doit amener aussi l'intérêt ou pas d'accompagner la personne sur un travail autour du projet d'évolution au regard de son besoin. Là, il y a, sur l'accompagnement personnalisé, il y a un travail d'appui à la formalisation du projet ou un travail d'appui à la mise en œuvre de celui-ci qui s'inscrit temporellement sur un ou plusieurs rendez-vous et sur un espace temporel de 18 mois depuis la phase d'aiguillage. Donc, on est sur
un positionnement temporel qui est tout autre, vous le voyez déjà, que le bilan de compétences. Cet accompagnement-là… J'ai une petite question d'une personne qui se questionne sur le rôle des ERIP et du CEP pour le premier niveau. Les ERIP, ce sont des espaces mutualisés qui sont coordonnés par la région Nouvelle-Aquitaine et qui permettent un service de proximité et de premier niveau d'information auprès du grand public à travers la mobilisation de structures qui agissent de manière interdisciplinaire et au regard de besoins et de problématiques tout à fait différentes. Et le CEP agit en partenariat avec les ERIP, puisque le réseau EVA est présent dans ces ERIP. Généralement, les ERIP sont portés par des missions locales, mais ce sont des espaces qui permettent à l'individu d'accéder à des informations et des conseils qui sont délivrés par les acteurs du territoire qui agissent dans les ERIP. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine en complémentarité de l'offre de services déjà existante. Tout à fait. Voilà. Mais l'ERIP n'est pas un espace de conseil en évolution professionnelle en soi, c'est un espace mutualisé qui traite de domaines liés à la formation, l'emploi et l'orientation de manière extrêmement large et qui a pour intérêt de rassembler différents acteurs qui agissent au regard de leur niveau d'expertise pour le bien du public avec une porte d'entrée unique sur des territoires qui peuvent être dépourvus de services expertals. Ça va? Parfait. OK. Le deuxième niveau de service sur le champ de l'accompagnement, c'est un travail autour du projet. Alors le projet, c'est un terme souvent un peu galvaudé, mais on va parler du projet d'évolution professionnelle. L'objectif est bien d'accompagner la personne à travailler sur des problématiques de mobilité externe, de mobilité interne, de repositionnement professionnel, en s'appropriant un certain nombre d'informations utiles sur la question du marché, de l'offre de formation, des financements possibles, des dispositifs de droit commun ou ressources qui peuvent être mobilisés, de travailler sur la confrontation et la pertinence ou les conditions qui permettent la réalisation de l'objectif visé par la personne. Le réseau EVA, comme l'ensemble des opérateurs du CEP, sont en capacité, notamment à travers un partenariat avec Pôle emploi, de mobiliser les périodes de mise en situation professionnelle, les PMSNP. C'est souvent très utile pour la personne, et c'est très utile pour nos collègues organismes de bilan qui peuvent mobiliser le CEP pour agir dans la mobilisation de la PMSNP à l'intérieur du bilan de compétences. C'est travailler sur la préparation à l'entretien professionnel, la montée en compétences à travers le CPF notamment. C'est travailler sur une stratégie d'évolution lorsque des personnes sont en arrêt avec des risques d'inaptitude. On travaille notamment avec les partenaires CARSAT et MSA pour faire en sorte que les personnes puissent mettre en place des stratégies de repositionnement professionnel. Cette phase d'accompagnement, c'est aussi des accompagnements à la mise en œuvre de ces projets, de telle façon à être accompagné pour des projets de financement, de reconversion. Je reviendrai sur le dispositif Transco dans le cadre de mutation économique. C'est être appuyé dans leur démarche de démission éventuellement dans le cadre du dispositif démissionnaire. Je ferai un petit zoom sur ce sujet en lien avec nos partenaires de l'association Transition Pro Nouvelle-Aquitaine dans un souci de reconversion. C'est permettre à des gens de mobiliser le dispositif PTP, là aussi dans un souci de reconversion, voire d'abondement CPF, puisqu'il y a des possibilités d'abondement CPF dans certains cas, et notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et le CEP a son rôle à jouer, j'y reviendrai. Ça veut dire que sur un espace temps potentiel de 18 mois, la personne peut être accompagnée au gré de ses besoins, c'est-à-dire de manière itérative, en fonction de sa situation qui peut l'amener à rencontrer son conseiller en évolution professionnelle plusieurs fois dans le même mois, ne plus le voir parce que la problématique ou la situation est réglée, puis revenir parce qu'il y a une problématique qui revient ou un nouveau questionnement se pose. C'est à travers ce que je dis là, je veux que vous reteniez la question de l'itérativité qui est une des caractéristiques extrêmement importantes du conseil en évolution professionnelle. Le CEP, au regard du cadre législatif,
est positionné aussi de manière obligatoire. Vous avez compris que le conseil en évolution professionnelle, c'était sur initiative de la personne, mais il agit aussi de manière obligatoire dans trois types de situations différentes, notamment pour mobiliser le fameux dispositif démissionnaire, j'y reviens après, dans le cadre des transitions collectives qui a été mise en place par les partenaires sociaux et coordonnés par les services de l'État et l'association Transition Pro, et puis dans des cas plus rares et anecdotiques pour bénéficier d'abondement CPF en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle. Sachant que on traite de plus en plus de personnes qui rencontrent des problématiques de santé. Nous traitons de plus en plus de besoins liés à vivre des situations à travers des PMSNP. Bien sûr qu'on accompagne beaucoup de personnes qui veulent mobiliser le dispositif PTP, mais en gros, vous l'avez compris, le Conseil en évolution professionnelle traite de tout questionnement problématique lié au travail et à la situation professionnelle de la personne. Alors, deux zooms, un premier, mais vous aurez la possibilité d'y revenir à travers les slides. Le dispositif démissionnaire, c'était une promesse du candidat Macron lors de la première, de la première campagne présidentielle. Ça a été mis en place pour permettre à des salariés du secteur privé en CDI ayant au moins 5 ans d'activité salariée de pouvoir démissionner pour réaliser un projet de reconversion avec un projet de formation ou un projet de création ou reprise d'entreprise, tout en ayant une sécurisation en termes d'indemnité financière pour assurer cette transition particulière. Dans le cadre de ce dispositif, le CEP a un caractère obligatoire dans le sens où l'individu, avant la démission, doit rencontrer un conseiller en évolution professionnelle de manière à sécuriser son projet et préparer le dossier et ne pas prendre le risque de démissionner avant d'étudier tous les tenants et aboutissants de façon à ce qu'il prenne une décision en toute connaissance de cause. Cette étape qui fait suite à une vérification des conditions d'éligibilité et aussi préalable à la question d'un dépôt de dossier auprès de l'association Transition Pro qui valide le caractère réel et sérieux du projet de reconversion ou de projet de création et de reprise, qui passe ensuite dans le cadre d'un chaînage avec auprès de nos collègues de Pôle emploi, de telle façon ensuite à ce que l'individu soit dans la mise en œuvre de son projet tout en ayant une sécurisation de son statut. Deuxième situation ou caractère où le CEP est positionné en lien avec les collègues des services de l'État, de la DREET et des DEET, c'est dans le cadre de transition collective, puisque nous participons dans ce genre de situation à l'information collective aux côtés de ces deux acteurs pour présenter le service CEP et l'accompagnement dont les salariés qui peuvent être visés dans le cadre de Transco, c'est-à-dire être sur un positionnement qui pourrait être mis en difficulté au regard de l'environnement économique rencontré par l'entreprise, et donc permettre à ces salariés d'anticiper une situation critique et de pouvoir être accompagnés, les salariés volontaires, dans leur projet professionnel à travers l'accompagnement que j'ai évoqué juste avant. J'ai une petite question sur le dispositif démissionnaire. Une fois le projet validé dans le cadre du dispositif démissionnaire, le financement par Pôle emploi est-il garanti? Je peux y répondre, Je vous en Gérald, prie, si vous voulez. je vous en En prie. fait, Transition Pro délivre une attestation du caractère réel et sérieux du projet, et le salarié dispose à ce moment-là d'un délai de 6 mois pour déposer une demande d'ARE auprès de Pôle emploi. Mais cette attestation, elle ne vaut pas automatiquement ouverture du droit à l'ARE. Donc c'est après à voir avec Pôle emploi. Il y a vraiment ce délai de 6 mois à respecter. Donc non, le financement n'est pas garanti par Pôle emploi. Il faut respecter un certain nombre d'autres critères pour pouvoir... ouais. Bon, on évoque au niveau médiatique une grande démission en France. Elle n'est pas aussi avérée que cela. Malgré tout, les motifs de sollicitation du public salarié
sur la possibilité de démissionner et sur le souhait de démissionner est important parmi les publics que nous rencontrons. Et agir auprès de ces personnes permet soit d'accompagner pour sécuriser ce parcours, soit de travailler sur des alternatives de façon à ne pas mettre en difficulté la personne. Donc on agit on a une fonction de filtre qui me paraît aujourd'hui fondamentale au regard des tenants et aboutissants de ce dispositif démissionnaire. La manière dont on est organisé en Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui on a plus de 110 lieux d'accueil permettant à tout actif, salarié de droit privé et indépendant de bénéficier du service à moins de 30 km ou 30 minutes de son lieu de travail ou de son lieu de vie. Donc ça, c'est important d'assurer un service de proximité. 130 conseillers agissent aujourd'hui sur le conseil en évolution professionnelle auprès de ce public-là, ce qui nous a amené à agir auprès de 10 400 personnes en 2020, près de 15 000 en 2021 et sans doute un peu plus en 2022, qui démontre à la fois que le conseil en évolution professionnelle devient un service qui commence à être connu et reconnu, mais aussi significatif des problématiques de carrière et des besoins rencontrés par notre public. Donc, une porte d'entrée, c'est un numéro de téléphone non surtaxé qui permet d'accéder à un centre de relations bénéficiaires, c'est-à-dire une plateforme téléphonique qui agit sur l'aiguillage. C'est le 09 72 01 02 03. C'est un numéro de téléphone qui est important pour tous les acteurs du service public régional de l'orientation et notamment les centres de bilan de compétences. Il y a bien sûr un site internet sur lequel l'individu peut agir aussi pour assurer un rendez-vous de la meilleure des façons. Le bilan de compétences. Une autre petite question, c'est le CEP est-il à destination des fonctionnaires? Le CEP s'adresse à des salariés de droit privé. Donc on est sur un droit individuel qui touche l'ensemble des actifs, sauf les actifs de droit public. Dans le cadre des actifs de droit public, soit fonction publique, soit collectivité territoriale, il y a une plateforme de gestion des ressources humaines qui existe. Il y a un réseau de conseillers mobilité qui existe. Il y a des organisations importantes qui mettent en place des ressources en interne, mais il n'y a pas à ce jour de droit au conseil en évolution professionnelle pour les actifs de droit public. Alors, pour donner un peu plus de précision, souvent, pour la fonction publique d'État, c'est un conseiller mobilité carrière qui est désigné et qui fait office de CEP. Pour la fonction publique territoriale, on va plus les orienter vers le CNFPT. Et pour la fonction publique hospitalière, vers la NFH. Voilà. Et on demandait si vous communiquiez directement dans les entreprises. Alors, l'objectif notre commanditaire France Compétences nous donne un certain nombre d'objectifs. Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on est sur un droit individuel qui gagne à être plus connu encore, bien sûr. Ça veut dire que ça passe par un travail de sensibilisation aussi auprès des acteurs RH, parce que ces acteurs RH doivent mieux appréhender le service, ne serait-ce que pour informer leurs propres collaborateurs dans le cadre de l'entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans, puisque ça fait partie des informations obligatoires que le manager se doit de donner à tout collaborateur. Donc on est amené effectivement à agir auprès d'entreprises, auprès des acteurs RH. On peut être amené à faire des informations plus larges auprès de salariés en entreprise, mais nous ne pouvons pas, pour des questions de neutralité, agir sur du conseil en entreprise. Donc on est bien déconnecté, à l'instar du bilan de compétences, déconnecté de l'entreprise à ce niveau-là. Mais on se doit d'agir auprès d'eux en termes de sensibilisation et d'information et d'appropriation. Donc c'est une demande de précision qui est effectivement demandée. Ces entreprises n'ont-elles pas une obligation d'information sur le conseil en évolution professionnelle, pardon.
L'entretien professionnel qui a été défini dans la loi de 2014 et opérationnel depuis le 2015 amène des informations obligatoires auprès de tout collaborateur sur les dispositifs et les outils permettant à l'individu de pouvoir agir de manière autonome sur sa trajectoire professionnelle et son positionnement professionnel. Donc, il y a des informations obligatoires sur le CPF, des informations obligatoires sur le bilan de compétences, des informations obligatoires sur la validation des acquis d'expérience, sur le conseiller en évolution professionnelle. Ça fait partie du package de l'entretien professionnel. Ok. Et juste une petite précision qui a été donnée par rapport au dispositif démissionnaire. Donc, si la personne dispose bien des 1300 jours d'ancienneté, donc 5 ans, Pôle emploi ne remet pas en cause la décision du caractère réel et sérieux remis par Transition Pro et la personne peut bien percevoir son ARE. D'où la. C'est bien une commission paritaire. Voilà. Qui statue sur le caractère réel et sérieux. Cette commission paritaire, c'est la commission paritaire de l'association Transition Pro. Donc, si la demande après est posée dans les temps, il n'y a pas de raison que Pôle emploi refuse cette demande d'aide. Tout à fait. Très bien. On va enchaîner un petit peu. On enchaîne sur le bilan de compétences. Voilà. Alors, je vais peut-être évoquer des éléments qui sont connus et archi connus. Cependant, rappelez quand même que le bilan de compétences, s'il existe depuis 1990 du point de vue législatif, il a été aussi, un certain nombre de textes législatifs ont été revus en 2018 et formalisés dans le Code du travail. Donc, c'est un dispositif de droit commun qui est encadré par les articles R6313-4 à 8 qui définit un certain nombre d'éléments. Le Code du travail définit notamment le bilan de compétences comme un dispositif devant permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation. Donc, on est à peu près sur la même définition, en réalité, que celle de 90, une définition qui aurait mérité d'être revisitée, qui est encore centrée sur la notion de projet, malgré la difficulté de cette notion en matière d'opérationnalité, qui peut amener l'idée qu'il suffit d'analyser des compétences personnelles et professionnelles pour définir un projet professionnel, ce qui n'est pas aussi évident que cela, puisque c'est multifactoriel, bien entendu, qui pose le projet de formation comme étant une des visées, alors que c'est un moyen parmi d'autres pour permettre à l'individu de réaliser son objectif professionnel. Donc, on est sur une définition qui correspond plus vraiment aujourd'hui à la nature des pratiques d'une part et des usages et des besoins d'autre part. Malgré tout, elle a l'intérêt d'exister. Donc, dispositif de droit commun qui s'adresse auprès de tous salariés de droit privé, des demandeurs d'emploi également, et des salariés du secteur public, même si les textes sont un peu différents. Du point de vue législatif, les objectifs qui sont poursuivis sont des objectifs d'analyse des ressources de la personne, des ressources en termes d'hard skills ou de soft skills et des ressources motivationnelles, permettant de définir une cible professionnelle et les moyens permettant d'atteindre cette cible, et puis d'utiliser la formalisation des ressources en termes de compétences, de connaissances et de comportements professionnels comme un outil de négociation sociale. Ça a toujours été vu comme cela, et même si dans la pratique, c'est très peu utilisé par l'individu dans un outil de négociation sociale, mais c'est conçu comme tel, d'où aussi l'existence du document de synthèse qui a cette visée-là par ailleurs. Ce qui m'intéresse plus, c'est du point de vue du bénéficiaire. Il y a des instances nationales, il y a quelques années, qui ont travaillé sur le bilan de compétences et son évolution possible. J'ai eu l'occasion de représenter le réseau des CIBC pour travailler sur ces évolutions possibles, et on a défini, les différents acteurs à l'époque ont défini 5 grandes catégories de besoins pouvant rentrer dans le cadre d'un bilan de compétences. Et donc, on parlait de préoccupations de carrière. Dans les préoccupations de carrière, il y a des préoccupations du point de vue de l'usager, du bénéficiaire, en matière d'orientation, c'est-à-dire
vers quoi aller, où aller, comment y aller, avec quels moyens, quelles ressources. Je suis dans une situation, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux y aller. Mais il peut y avoir aussi des préoccupations en matière d'acquisition de connaissances et de savoir-faire, dire comment muscler mon profil professionnel, comment acquérir des ressources, comment les faire reconnaître dans un souci de négociation sociale ou de positionnement à venir professionnel, nouveau ou actuel. Il y a des préoccupations de transaction, c'est-à-dire comment valoriser ce profil par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je sais faire. Une quatrième préoccupation qui est liée à ce que l'on a évoqué juste avant sur le CEP, des préoccupations liées à la pluriactivité ou liées à la création et la reprise d'entreprise, c'est-à-dire comment je passe de l'envie à l'idée, de l'idée à la matérialisation de celle-ci, comment je peux conjuguer, je peux passer d'un statut à un autre. Donc il y a des préoccupations de plus en plus importantes à ce niveau-là. Et puis la dernière qui est majeure sans doute actuellement auprès des collègues des centres de bilan, c'est-à-dire c'est des préoccupations de prise de recul et de conciliation-reconciliation, c'est-à-dire comment je fais face à une situation professionnelle, qu'elle soit conjoncturelle ou structurelle, qui est source de difficultés ou perçue comme telle, et comment je peux aujourd'hui agir de telle façon à avoir un meilleur équilibre entre des valeurs personnelles et des valeurs professionnelles, entre une vie personnelle, sociale, familiale et une vie professionnelle. Et c'est d'autant plus marquant avec les générations à venir et les nouvelles générations de salariés. Ce qui veut dire qu'au regard de ces grandes catégories de besoins et de préoccupations de carrière, le bilan de compétences agit sur des positionnements en matière d'appui qui peuvent être aussi différenciés dans le cadre d'un bilan de compétences. On peut être sur un appui informatif permettant à l'individu de s'approprier les éléments nécessaires pour mettre en place une stratégie d'évolution professionnelle ou de maintien dans l'emploi. Mais c'est aussi un positionnement méthodologique, un appui méthodologique qui va dans le sens de l'autonomisation de la personne dans le développement des compétences qui sont utiles pour lui permettre d'agir au mieux face à sa situation professionnelle et son évolution professionnelle, qu'elle soit verticale ou horizontale. C'est de plus en plus quand même dans les pratiques un appui stratégique d'aide à la décision, d'aide au choix, au regard et ce dans une approche holistique, c'est-à-dire une approche globale intégrant l'ensemble des paramètres de vie de la personne et des paramètres de choix, des paramètres d'exigence et de contraintes rencontrés par la personne sur le plan personnel, social, familial, temporel, géographique, financier, professionnel, qui a des incidences, bien sûr, sur un choix personnel et un choix professionnel. C'est un appui d'intermédiation. On l'oublie souvent et c'est quelque chose que l'on retrouve dans le conseil en évolution professionnelle. Le bilan de compétences peut agir aussi sur une posture d'intermédiation pour faciliter l'élaboration et la conduite des parcours, pour réguler les aléas rencontrés par la personne, voire intercéder pour le compte du bénéficiaire si celui-ci n'est pas suffisamment autonome pour agir dans ce sens. Un appui de mise en relation, tous les conseillers bilan ou tous les centres de bilan travaillent sur les enquêtes métiers, sur les échanges entre pairs ou avec des professionnels, permettant à l'autre de se confronter à la réalité d'un métier, d'un secteur d'activité, dans une approche micro ou dans une approche macro, permettant à l'individu de s'approprier tout élément facilitant une prise de décision. Les bilans de compétences, je vais vite, vous le savez, aujourd'hui, avec la disparition, suite à la loi de 2018, la disparition du congé bilan de compétences, puisque c'était quand même une des caractéristiques aussi du bilan de compétences, c'est que c'était la possibilité de s'absenter sur son temps de travail dans le cadre d'un congé et permettant un financement à travers les collègues des OPACIF et FONGECIF à l'époque.
bon, la mise en œuvre du CPF chamboule absolument le paysage du bilan de compétences. Le CPF représente à peu près 98% des financements du bilan de compétences, sachant que l'individu salarié peut mobiliser son CPF en dehors de son temps de travail ou sur son temps de travail. Si c'est en dehors de son temps de travail, bien sûr, l'employeur n'a pas à être informé. Et si c'est sur son temps de travail, l'accord préalable est nécessaire de la part de l'employeur, selon les règles de la Caisse des dépôts et du compte personnel de formation. Je parle des salariés, mais bien sûr, je parle aussi, dans cette situation-là, des demandeurs d'emploi qui peuvent mobiliser leur CPF dans le cadre d'un bilan de compétences, même si nos collègues de Pôle emploi Pôle emploi permet, à travers d'autres dispositifs, d'accompagner les publics demandeurs d'emploi en dehors du bilan de compétences, mais le demandeur d'emploi peut le mobiliser aussi pour cela. Le plan de développement des compétences peut faire partie, tout comme le congé de reclassement, des alternatives au CPF, mais bien sûr, dans le cas du développement des compétences, c'est forcément en relation avec l'employeur, dans un objectif et un intérêt conjoint entre employeur et salarié, sachant que si celui-ci est proposé par l'entreprise, le salarié dispose d'un délai pour faire connaître son acceptation, considérant que l'absence de réponse du salarié dans ce cadre-là vaut refus. Ce refus est encadré de manière législative, puisqu'il ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement, c'est fondamental. Dans l'offre bilan de compétences, quand on regarde un peu l'offre CPF existante, on voit qu'il y a des offres extrêmement diversifiées, multiples, sachant que sur le plan de la durée, elle est encadrée par le Code du travail, puisqu'elle ne peut pas excéder 24 heures, mais en deçà de 24 heures, tout est possible à partir du moment où on répond au cahier des charges du bilan, ou plutôt à l'obligation de la mise en œuvre des 3 phases, j'y reviendrai après, les phases préalables, d'investigation et de conclusion. Il y a rarement des bilans de compétences de moins de 10 heures, et à vrai dire, à moins de 10 heures, on est nombreux à penser que ce n'est pas tout à fait sérieux d'agir dans ce sens. Généralement, c'est un processus qui se répartit sur plusieurs semaines, avec des rendez-vous allant de 1h, 1h30 à 3h, en fonction de la complexité de la situation et en fonction de l'offre bilan qui est proposée et acceptée par l'individu bénéficiaire, sachant qu'à l'instar du conseil en évolution professionnelle, les bilans de compétences peuvent agir avec des modalités tout à fait différenciées, puisque les modalités distancielles sont acceptées, les modalités mixtes également. La méthodologie repose sur 3 phases obligatoirement qui sont conduites par le prestataire de bilan de compétences, sachant que le temps consacré dans ces 3 phases est variable en fonction des besoins et problématiques rencontrées par la personne. La phase préliminaire, dans un premier temps, a pour objet d'analyser la demande, d'être sur une analyse partagée de la situation permettant de problématiser la situation, d'identifier des objectifs opérationnels et donc une méthodologie qui soit singulière et répondant aux besoins. Donc, elle est là pour déterminer un format adapté à la situation de la personne et déterminer de manière conjointe les modalités de déroulement du bilan. Cette phase précède le cœur du bilan qui est représenté par la phase d'investigation, qui a pour objectif, au regard des textes législatifs, de permettre à l'individu de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence ou les conditions de réussite, et puis d'élaborer des alternatives à la piste déterminée. Cette phase d'investigation va avoir un périmètre, va avoir un contenu et un niveau de profondeur de service qui va dépendre des démarches qui ont été réalisées antérieurement par la personne, qui auront été partagées lors de cette phase d'analyse préalable et qui va dépendre aussi des objectifs qui auront été contractualisés dans la phase préliminaire entre le bénéficiaire et la personne qui l'accompagne. Donc on n'est pas sur
mais vous le savez, sur des investigations qui sont copiées-collées et standardisées, l'objectif est bien de proposer ce qui est utile et utilisable pour le bénéficiaire, de manière à vérifier la pertinence d'un projet initial ou d'élaborer des scénarios, des scénarii professionnels qui soient adaptés à sa situation du moment. Ça veut dire que un certain nombre de thématiques peuvent être travaillées, des thématiques autour des exigences et des contraintes et des priorités, des aspirations de la personne, des éléments liés à son profil en termes de mode de fonctionnement et surtout de ressources acquises, de ressources mobilisables en termes de compétences, en termes de connaissances, en termes de comportement professionnel. Ce sont des éléments qui sont liés à l'expérience sociale, personnelle et professionnelle, de manière à voir dans quelle mesure l'individu peut se reposer sur ses ressources pour atteindre la réalisation de son objectif et consolider un projet ou la construction de projets de positionnement professionnel au regard de l'environnement social et économique du territoire concerné par la mobilité de la personne, répondant à ses exigences et contraintes. Je vais un peu vite, mais ce sont des éléments qui, je pense, sont assez connus par les collègues centres de bilan. Une phase de conclusion, cette phase de conclusion se doit de permettre à l'autre de s'approprier les différents résultats obtenus dans le cadre de l'accompagnement et notamment de la phase d'investigation, de recenser les différentes conditions qui favorisent la réalisation de l'objectif ou des objectifs déterminés et de prévoir les modalités, les étapes, les acteurs, les dispositifs que l'individu gagnerait à mobiliser pour atteindre cet objectif, et puis de bénéficier dans un temps ultérieur d'un suivi avec le prestataire de bilan, puisque le cadre législatif prévoit une phase de suivi obligatoire pour le bénéficiaire. Cette phase de conclusion se termine par la formalisation d'un document de synthèse. Il est d'usage de remettre ce document de synthèse lors de cette phase de conclusion et non pas 2 mois ou 3 mois après pour la personne. Les résultats de ce bilan et de la propriété du bénéficiaire, ça veut dire que toute information ne peut être communiquée à une tierce personne qu'avec son accord. Il est indiqué que, notamment sur le plan législatif, que les conseillers bilan sont soumis, je suis en train de reprendre les éléments de texte, mais ils sont soumis aux dispositions du code pénal en ce qui concerne les informations détenues. Ça veut dire que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, c'est-à-dire la personne qui accompagne du centre de bilan, soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ça veut dire qu'il y a vraiment un caractère qui est sérieux et obligatoire. Pour autant, à partir du moment où l'individu donne son accord, il y a intérêt à ce qu'il y ait transmission d'éléments, et notamment aux conseillers en évolution professionnelle, de manière à travailler sur la suite du parcours. J'y reviendrai après. Ce document de synthèse, il est aussi encadré par le Code du travail et qui amène notamment la formalisation de 3 éléments obligatoirement. Donc c'est assez light, mais c'est obligatoire. C'est les circonstances du bilan et le rappel du programme qui a été proposé de manière personnalisée sur le plan méthodologique. C'est des éléments de synthèse sur les éléments clés de la phase d'investigation permettant d'éclairer les perspectives d'évolution en termes de ressources et de conditions de réalisation, et puis le plan d'action, c'est-à-dire les différentes étapes du ou des scénarios professionnels envisagés, de telle façon à ce que l'individu puisse avoir la trace de ces éléments-là. Ça veut dire que ce document de synthèse a un objectif, non pas de retranscrire tout ce qui a été vu durant le bilan de compétences, mais bien de formaliser le scénario professionnel dans ce qui les fonde, dans ce qui les étaye, et de préciser surtout les conditions de mise en œuvre et un plan d'action adapté à la situation de la personne. Il est demandé si un CEP peut réaliser un bilan de compétences.
Alors, il est un principe de défense d'autoprescription, ce qui amène, si le conseiller en évolution professionnelle est également conseiller en bilan de compétences, c'est interdit. Est considéré comme autoprescription également le fait que l'individu puisse faire un bilan de compétences dans un organisme qui agit aussi sur du conseil en évolution professionnelle. Cependant, les textes prévoient le fait que l'individu a la possibilité quand même de le faire dans un centre de bilan de compétences qui agit sur du conseil en évolution professionnelle à partir du moment où c'est son choix éclairé. Choix éclairé qui amène forcément le fait que dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, il y a une orientation et un conseil vers l'écosystème des centres de bilan de compétences. Et c'est au regard de ces éléments-là que l'individu prend une décision en toute connaissance de cause. Donc, c'est très rare qu'un individu qui bénéficie d'un conseil en évolution professionnelle fasse un bilan de compétences dans le même organisme, mais il a cette possibilité-là si c'est son choix éclairé. Il est pour autant absolument interdit que de faire son bilan de compétences avec la même personne qui évolue sur le conseil en évolution professionnelle. J'ai répondu ? Pour vous donner une idée, pour éviter tout fantasme de la part des collègues organismes bilan, sur le trimestre dernier, puisque c'est un indicateur que l'on se doit de transmettre de manière journalière, et un point trimestriel est fait avec notre commanditaire sur tout un tas d'indicateurs, notamment celui-ci. Il y a eu 2 autoprescriptions bilan de compétences sur le trimestre 2 2022. Hein, donc, autant vous dire, c'est quasi néant. Quasi néant. Le déroulement du bilan de compétences, parce que c'est souvent pas forcément mentionné, et il y a bien le prestataire bilan de compétences est bien tenu de proposer un entretien de suivi à chaque personne ayant bénéficié d'un bilan de compétences. Il faut savoir que sur demande, c'est rarement demandé, voire jamais demandé, mais un financeur, donc potentiellement la Caisse des dépôts, peut très bien demander au centre de bilan de communiquer les données relatives à l'emploi ou au parcours professionnel dont il dispose sur les personnes qui ont bénéficié de ces entretiens de suivi. Alors, à moins qu'il y ait des questions sur le bilan de compétences, mais je ne suis pas certain que ça soit vraiment le cœur des questionnements. Juste tout à l'heure, une petite remarque que j'ai laissé passer pour vous laisser parler. Le conseil en évolution professionnelle est un service entièrement gratuit, accessible à tout salarié, quel que soit son contrat de travail, son âge ou sa qualification, plus largement à tout actif, donc demandeur d'emploi, artisan, contractuel de la fonction publique, et sans condition. C'est effectivement ce qui avait été dit, donc il n'y a pas de... Voilà, une petite remarque qui a été faite sur le chat. Oui, merci de ces éléments-là qui complètent ce qui a été dit. Encore une fois, moi, je représente le réseau EVA. Alors, il y a peut-être les collègues autres opérateurs de Cap Emploi, Mission Locale, APEC et Pôle Emploi. Et merci de vos précisions pour élargir le débat éventuel. Merci par avance. Sur CEP et bilan. Bien sûr qu'il y a des ambitions partagées, et bien sûr qu'il y a des éléments de différence, même si les éléments ne sont pas aussi clairs que cela, parce que vous l'avez compris, le service et le dispositif de droit commun partagent une ambition commune, partagent en partie des objectifs communs, notamment sur le fait que nous sommes là pour favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours de chaque actif. Bon. Il y a des principes communs, des principes de confidentialité, des principes de personnalisation, des principes de prise en compte de la singularité de la situation de la personne, de ses ressources propres, du niveau d'autonomie et du niveau d'avancement de la personne. Il y a également une approche de co-construction qui se retrouve aussi bien
dans la démarche de bilan de compétences que dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, et puis surtout, et puis également, bien sûr, le respect du choix de la personne, du respect de la décision de la personne, du respect du rythme d'avancement de son projet et de son initiative. Bon, ce sont des éléments sur lesquels nous nous retrouvons tous. C'est aussi une posture commune dans le sens où que ce soit le bilan de compétences ou le conseil en évolution professionnelle, on n'est pas dans une approche évaluative. En tout cas, si on est sur une approche évaluative, on sera sur un bilan de compétences des années 90 qui ne répond pas aujourd'hui aux besoins du public. On n'est pas sur une démarche prescriptive. On a tendance à considérer que c'est l'individu qui est expert de sa situation et le conseiller, qu'il soit conseiller en bilan de compétences ou conseiller en évolution professionnelle, il est expert de la méthode, il est expert de ses outils, il est expert de ses techniques d'accompagnement au regard de la situation qui est connue par la personne. Il y a des modalités similaires, on l'a vu, hein, toutes modalités aujourd'hui, bien sûr, en 2022 sont permises, situation présentielle, distancielle, et puis dans une approche mixte. Maintenant, il y a quelques éléments de différenciation. Les éléments de différenciation, on parle d'un dispositif de droit commun hein, pour le bilan de compétences et d'un droit individuel. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour le conseil en évolution professionnelle. On est dans une logique de service au niveau du CEP. Cette logique de service amène de la gratuité là où le financement est conditionné pour le bilan de compétences. La temporalité peut être quelque peu différente puisque, vous l'avez compris, le CEP peut s'inscrire dans un espace temporel allant jusqu'à 18 mois, en tout cas dans le cadre du réseau des actifs, du réseau EVA et des publics actifs occupés, salariés de droit privé, là où pour le bilan de compétences, on est généralement sur 3 mois maximum. Alors ça peut aller au-delà de 3 mois, mais c'est plutôt sur contrainte de la personne que le dispositif va jusque-là. On est sur une durée qui est limitée par le Code du travail pour le bilan de compétences, 24 heures d'un côté, là où le conseil en évolution professionnelle agit autant que de besoin, puisque, encore une fois, l'itérativité fait partie des caractéristiques du bilan de compétences. Donc ça peut être du one-shot, très clairement, on peut répondre dans le cadre d'un entretien à un besoin singulier, particulier, ou des heures allant au-delà de ce que le bilan de compétences peut faire au regard de la problématique rencontrée par la personne. Donc le processus, là sur le coup, est vraiment différent puisque c'est bien ce qui caractérise un dispositif de droit commun ou une prestation, c'est-à-dire qu'il est circonscrit dans le temps avec un début et une fin, là où le processus du conseil d'évolution professionnelle, c'est au gré des besoins, c'est au regard des initiatives de la personne, puisque c'est encore une fois à la main de la personne. Il n'y a pas forcément de planification de rendez-vous qui sont réalisés avec la personne sur une durée importante, c'est au gré des besoins et de manière itérative. Les approches peuvent être multiples dans le cadre du bilan de compétences. C'est souvent inhérent à la manière dont le professionnel va agir. Donc, on considère que c'est dépendant du professionnel. Là où pour le conseil en évolution professionnelle, c'est circonscrit au cahier des charges défini par décret et donc par définition plus homogène. Il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis cela. Hein. C'est-à-dire que les approches multiples peuvent répondre aussi aux besoins singuliers de la personne et répondre de manière tout à fait pertinente et efficiente. Le niveau de profondeur de service n'est pas tout à fait le même non plus. On a tendance à considérer que le niveau de profondeur de service du bilan de compétences est très important. C'est souvent inhérent à la durée d'interaction entre le bénéficiaire et là où le conseiller bilan, là où le CEP va être sur un niveau de profondeur de service qui va aussi se reposer sur la mobilisation, dans un souci d'intermédiation, sur la mobilisation de prestations, sur la mobilisation de dispositifs ou d'acteurs complémentaires au CEP. L'autre grande différence, à mon sens, et là c'est plus dans un point de vue législatif, politique et institutionnel, le CEP a été conçu
par les pouvoirs publics comme étant au cœur de l'écosystème de l'emploi, l'orientation, la formation, avec une visée d'être un fil rouge pour le bénéficiaire, fil rouge qui, encore une fois, va dans le sens de l'intermédiation et la mobilisation de dispositifs d'acteurs et de prestations. Et notamment, bilan de compétences qui agit de manière ponctuelle, quand je dis ponctuelle, parce que circonscrit dans le temps avec un début et une fin. Je ne parle pas, vous voyez là, de différence en termes de technique, en termes d'outils, en termes de posture ou en termes de méthodologie, parce que les approches, encore une fois, peuvent être multiples et dépendantes du professionnel dans le cadre du bilan, là où elles sont circonscrites au cahier des charges dans le cadre du CEP, mais bien sûr qu'on va retrouver des approches extrêmement similaires. Peut-être des questions à ce moment-là, parce que je ne sais pas s'il y a des... Je n'ai pas regardé le chat, là. Une réaction, une personne qui disait qu'il est possible de faire des bilans plus longs que 3 mois, effectivement. Et une question, quelles sont les interactions possibles entre bilan de compétences et CEP, s'il vous plaît? D'accord. Donc, concernant cette dernière question, je l'aborde maintenant. Sur la remarque du collègue qui dit que ça peut aller au-delà de 3 mois, oui, vous pouvez faire plus de 3 mois. Ce n'est pas ce qui est préconisé du tout par les pouvoirs publics. Ce n'est pas ce qui est utile non plus pour la personne, parce que là, on dépasse le cadre du bilan de compétences véritablement. Mais c'est possible. Il y a bien sûr des personnes qui rencontrent des problématiques de santé durant un bilan de compétences et qui font un stop, qui ont besoin d'un peu plus de temps pour s'approprier des éléments fondamentaux. Mais le cadre d'intervention du bilan de compétences est un cadre d'intervention qui est ponctuel et qui gagne en efficience à partir du moment où il ne s'inscrit pas dans un temps trop important. Quelle articulation? Bien sûr que aujourd'hui, il est à rappeler que toute personne peut bénéficier d'un bilan à sa propre initiative et sans passage obligé par le CEP. On est clair là-dessus. Dans ce cas, malgré tout, la personne doit être informée de l'existence et de la possibilité du service CEP durant le bilan de compétences qu'à son terme, et notamment dans la phase de conclusion, et le Code du travail l'évoque notamment. Donc c'est une information qui gagnerait à figurer de manière systématique dans le document de synthèse. Ça, c'est une préconisation de ma fenêtre, mais qui va dans le prolongement de ce que le Code du travail indique dans son rapport entre CEP et bilan de compétences. Ce droit au bilan, il peut également s'exercer pendant un accompagnement CEP. Et dans ce cas, le travail qui est réalisé par le conseiller en évolution professionnelle, notamment dans le cadre de l'analyse partagée de situation, est assez proche de ce que l'on appelle la phase préliminaire du bilan de compétences. Et donc, on est sur des aspects et des moments d'articulation importants qui gagnent à être partagés sans doute. Lorsque la situation de la personne conduit à faire une démarche de bilan de compétences, le CEP, dans ces cas-là, est là pour expliquer aux bénéficiaires les conditions d'accessibilité au bilan de compétences, et notamment sur le plan du financement, et notamment à travers le CPF qu'il peut mettre en œuvre avec le prestataire de son choix. Il est important à ce moment-là d'amener à l'individu la compréhension qu'il s'adresse et qu'il gagnerait à s'adresser à différents interlocuteurs et qu'il ne se dirige pas vers la structure assurant le CEP de manière systématique, que ça soit clair. Il explique, il a un rôle pédagogique, c'est-à-dire qu'on est là pour faciliter une prise de décision en toute connaissance de cause, donc amener un choix éclairé. Et amener un choix éclairé, ça amène une posture pédagogique sur la manière d'identifier des prestataires de bilan de compétences sur sa zone géographique et comment assurer un acte d'achat. On l'encourage bien sûr à consulter plusieurs prestataires de manière à favoriser une prise de décision dans cette situation-là.
On peut l'aider à choisir le prestataire. Donc, on travaille avec notre groupement et nos partenaires sur des indicateurs ou des éléments qui favorisent une prise de décision. Donc, il y a un guide interne qui existe dans notre groupement, qui évolue régulièrement et constamment au regard de l'offre existante. On peut agir de manière beaucoup plus importante encore si la personne n'est pas suffisamment autonome pour acheter en ligne de telle façon à lui expliquer et être à ses côtés pour s'inscrire et mobiliser son budget CPF. Et si à l'issue de ces démarches, le bénéficiaire souhaite réaliser, et ça répond encore une fois à la question de tout à l'heure, mais qui est plus de l'ordre du... C'est important de répondre à cela parce que ça a amené beaucoup de fantasmes depuis 2 ans et demi dans l'écosystème des centres de bilan de compétences. Encore une fois, si l'individu souhaite réaliser son bilan de compétences avec la structure CEP et qu'en plus d'être conseiller en évolution professionnelle, la personne exerce la mission de conseiller en bilan de compétences, il lui indique que pour des raisons éthiques, et pas seulement éthiques, puisqu'il nous est interdit de réaliser le bilan de compétences dans ces cas-là. Les conseillers bilan et les conseillers en évolution professionnelle forcément partagent un socle de professionnalisme sur des cadres d'intervention qui peuvent être différents, qui sont surtout complémentaires et qui gagneraient à être articulés. C'est-à-dire qu'on considère que cette filiation, elle impose de notre part à tous une interconnaissance et une reconnaissance mutuelle entre les différents acteurs, et sans doute que des coopérations entre les différents professionnels gagneraient à se multiplier de manière à prendre en compte aussi le professionnalisme des uns et des autres. Dans tous les cas, ces complémentarités, elles sont pas seulement essentielles dans un souci d'articulation d'acteurs, mais surtout dans un but de lisibilité et de choix éclairé pour la personne. C'est-à-dire que ce que l'on doit viser tous, c'est bien des modalités de coopération qui favorisent une continuité de l'accompagnement des actifs dans les territoires, de façon à sécuriser le parcours d'évolution de la personne. Interconnaissance, ça veut dire quoi? Je vous remercie beaucoup, Gaël, parce que vous me donnez la possibilité d'échanger autour de ce dispositif de droit commun et de ce service, et ça participe à une meilleure connaissance de l'offre de service, très clairement du CEP, qui est pas assez encore connu dans l'écosystème, même si ça avance sur ce sujet-là, mais très clairement, il y a des enjeux de mieux appréhender l'offre de services mutuels et aussi ses spécificités en termes, pourquoi pas, d'approche. Et là, je pense aux collègues organismes de bilan de compétences. On gagnerait à mieux connaître vos approches, les techniques utilisées, les positionnements territoriaux, les spécificités s'il y en a par rapport à des publics, parce que forcément, l'approche CPF et EDOF ne permet pas une lisibilité aussi importante que cela et aussi précise. J'en profite pour enchaîner. Donc avec plaisir, hein, pour organiser des rencontres, nous disent des participants. Et 2 questions. La coopération passe-t-elle obligatoirement par le salarié bénéficiaire? Et une deuxième, transmettez-vous une liste des prestataires de bilan sur les territoires habilités CPF? Entre parenthèses, le site du CPF est peu lisible. De nombreux centres sont référencés avec parfois plusieurs prestations de bilan. Ce peut être une jungle. Oui, c'est une jungle. Effectivement, c'est une jungle. Tout le monde fait du bilan de compétences, tout le monde veut faire du bilan de compétences, et la régulation assurée par la Caisse des dépôts est toujours un peu en décalage avec la dynamique actuelle. Même s'ils avancent très clairement, parce qu'il faut avancer sur la régulation du bilan de compétences. Pour autant, on ne peut pas donner une liste de prestataires dans le sens où cette liste évolue tout le temps. Donc, il serait malhonnête intellectuellement et non éthique de transmettre une liste aux bénéficiaires. Il y a l'outil EDOF qui existe pour cela, et on se doit d'agir et de se reposer sur cet outil-là. Après, provoquer des rencontres,
c'est pas aussi simple parce que si on regarde l'offre existante, on passerait notre temps à rencontrer des organismes bilans. Je ne sais pas vraiment quelle modalité serait plus efficiente et le plus utile, mais force est de constater que le nombre d'organismes bilans ou de prestataires individuels est ingérable en réalité, mais on gagnerait malgré tout à avoir des éléments de précision sur la manière de faire. On voit bien que les approches sont complètement différenciées sur le bilan de compétences. C'est pas pareil d'être dans une approche idiosyncrasique ou d'être sur une approche constructiviste ou d'être sur une approche psychotechnique, d'être sur une approche stratégique. Ce n'est pas, voilà, les modalités, les approches, les techniques, les outils, les postures sont tellement aujourd'hui différentes sur le bilan de compétences que le public peut avoir du mal à s'y retrouver s'il n'existe pas d'intermédiation de notre part, et il ne peut pas y avoir d'intermédiation de notre part s'il n'y a pas une connaissance un peu plus fine de la manière de faire. C'est difficile, mais ce qui est clair, c'est que le réseau du CEP est positionné comme partenaire de l'ensemble des centres de bilan. Et les centres de bilan, je l'espère, sont positionnés comme des partenaires du CEP, puisque de toute façon, nous agissons tous au service du bénéficiaire, et vous l'avez compris, on a intérêt à être dans une intelligence de situation. Parce que on peut utiliser dans le cadre du CEP le bilan de compétences comme un outil d'approfondissement du travail d'accompagnement réalisé autour du projet ou autour des compétences, parce que ce n'est pas le même niveau de profondeur de service. De la même façon, le CEP peut être utilisé comme appui au bilan de compétences, notamment au regard de la possibilité que l'on a de prescrire et de sécuriser juridiquement une période de mise en situation professionnelle qui est extrêmement utile pendant une phase de bilan de compétences. On peut utiliser, c'est pour cela que le Code du travail, c'est comme ça qu'il le mentionne d'une certaine manière, c'est utiliser le CEP post-bilan de compétences dans la continuité du parcours de la personne, que ce soit sur de l'appui au montage de dossiers, soit sur de l'intermédiation, en tout cas sur de l'accompagnement à la mise en œuvre du projet de la personne. Donc là, il y a un intérêt à tous les niveaux, au niveau CEP et opérateur bilan, à sensibiliser le bénéficiaire sur l'opportunité mutuelle de transmission de nos livrables permettant la continuité de parcours. Parce que ça ne peut passer que par le bénéficiaire, même si on est soumis au secret professionnel, et le secret professionnel peut être partagé par des professionnels ayant la même visée, mais souhaitant l'autonomisation de la personne, c'est à nous d'agir auprès de la personne pour qu'elle puisse apporter les éléments à l'ensemble des parties prenantes pour continuer le service. Moi, le document de synthèse, il peut être communiqué donc à son conseiller en évolution professionnelle. Le Code du travail est très clair là-dessus, parce que le CEP est délivré dans un espace neutre et hors de l'entreprise, parce que le CEP est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle, et parce que le bilan de compétences est étroitement lié au travail réalisé par le bénéficiaire et son conseiller en évolution professionnelle. Donc là, moi, je serais assez tenté de vous amener l'idée de rajouter des éléments à vos documents de synthèse sur le fait que postérieurement au bilan de compétences, l'accompagnement peut se poursuivre dans le cadre du CEP en mentionnant les coordonnées des structures CEP et les informations sur l'offre de services qu'il peut mobiliser et solliciter. Il y a souvent un effet post-bilan d'embellie du point de vue du bénéficiaire qui retombe dans le temps. Et donc, il y a un objectif, encore une fois, de faire en sorte qu'il y ait une continuité de service, qu'il y ait une continuité dans la mise en œuvre du projet de la personne. C'est à la fois dans un intérêt pour l'individu et dans un intérêt parce que, vous le savez, depuis 30 ans que le bilan de compétences existe, il est remis en question tous les 2 ans, tous les 3 ans, et que des questions se posent sur l'utilité sociale du bilan de compétences tout le temps. Et on ne peut pas ne pas agir sur la question de l'utilité sociale du bilan de compétences si on ne tient pas compte de la nécessité de poursuivre ce travail ponctuel
par un processus qui existe de service public. Le Sénat a remis des préconisations, la Cour des comptes a remis des préconisations dans un souci de régulation du CPF, et vous avez bien vu que le bilan de compétences est encore sous le regard politique, avec une potentielle remise en question du dispositif de droit commun. Donc il y a une nécessité d'agir au mieux, c'est-à-dire de travailler sur ce que cela produit, de faire en sorte d'identifier sur ce que cela produit, et de travailler en articulation avec les différents acteurs de l'écosystème. Peut-être qu'on a encore quelques minutes. Alors, il nous reste quelques minutes, il reste 3 minutes pour poser des questions. Une petite, j'en profite d'ailleurs avant pour vous faire passer le questionnaire de satisfaction, hop, qui nous permet à nous après de faire évoluer nos webinaires ou nos actions. Alors, excellent webinaire. Je vais utiliser vos réponses pour ma soutenance dans le cadre de ma formation de CEP. Puis-je connaître, Monsieur Maury, votre fonction au sein du réseau EVA, s'il vous plaît? J'ai la fonction de directeur de projet du réseau EVA en Nouvelle-Aquitaine. Le réseau EVA est présent sur plusieurs régions françaises. Le réseau EVA a pour caractéristique d'être piloté par un CIBC, donc en Nouvelle-Aquitaine par le CIBC 33, mais le réseau EVA existe aussi en Bourgogne-Franche-Comté, en Arras, en PACA, en Occitanie, en Guadeloupe, en Grand Est. Et le CIBC 33 a une équipe de pilotage dédiée autour du Conseil en évolution professionnelle pour assurer une délivrance de services homogène et de qualité, qui passe par un travail autour de la professionnalisation, qui passe par du management de l'ensemble de ces conseillers et managers existants sur ce service, travailler sur le partenariat, travailler sur la promotion, travailler sur la qualité. Donc le CIBC 33 a des ressources propres et dédiées au conseil en évolution professionnelle. Très bien, donc vous avez toutes les ressources sur cette dernière slide. Moi, j'en profite, n'hésitez pas toujours à poser vos questions sur le chat, mais vous pourrez aussi après m'en envoyer à l'adresse mail question-juridique@cap-métier.pro. Je peux aussi les transmettre à Monsieur Maury en cas de besoin. Alors bien sûr, effectivement, il y a des questionnements qui peuvent exister postérieurement. On est à votre disposition. Encore une fois, nous agissons en complémentarité de l'action des collègues de Pôle emploi, PEC, Mission locale, Cap emploi sur le CEP, et partenaires de l'ensemble de l'écosystème, qu'ils soient organismes de formation, centres de bilan, organismes spécialisés dans l'appui à la création ou la reprise d'entreprises, acteurs œuvrant sur le champ de la santé au travail et du maintien dans l'emploi, acteurs OPCO, acteurs transition pro, services de l'État. Nous sommes là dans un souci de complémentarité d'action, considérant que personne ne peut agir seul véritablement pour le bien de l'individu salarié. C'est pour ça que j'attire l'attention des organismes de bilan de compétences, parce que ce n'est pas forcément depuis 30 ans que le bilan existe, plus de 30 ans. C'est pas forcément une culture de la coopération forte, et je crois que les centres de bilan gagneraient à agir beaucoup plus, et nous, de la même façon, agir beaucoup plus vis-à-vis de vous, et à travers votre proposition, Gaëlle, je vous en remercie encore, ça m'en donne l'opportunité. Très bien, donc bon, merci pour cette présentation. On me demande de me représenter, donc Gaëlle Poggioli. Je suis chargée d'information et de professionnalisation sur les droits et politiques emploi-formation à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Vous aurez l'occasion de me retrouver sur plusieurs webinaires, notamment un prochain le 4 octobre sur la formation des personnes en recherche d'emploi. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va se quitter. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Maury, pour votre participation. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et n'hésitez pas, au besoin, à nous recontacter, Monsieur Maury ou moi. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.